Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée engagée et volontaire. Elle est la cofondatrice de l'association L214. Elle vient de sortir un livre, La face cachée de nos assiettes, qui montre la réalité de la souffrance dans l'industrie de la viande. Merci à vous Brigitte de m'accorder une interview pour Bunker. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors votre but c'est de réaliser des enquêtes à l'aide de caméras notamment, qui dévoilent vraiment ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages et dans les transports. Ouais, on veut mettre les cartes sur la table, que chacun se rende compte de ce qu'impliquent nos choix de consommation en fait, D'accord. vis-à-vis des animaux. Votre objectif, c'est donc de faire changer en quelque sorte les animaux. Voilà, tout ce qui vit dans les abattoirs, c'est une triste réalité, vraiment. Donc on va commencer par des petites questions. Donc vous présentez, comment vous appelez et surtout, voilà, que représente L214 ? Alors moi je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une personne lambda qui s'est retrouvée prise dans une réalité qui m'a dépassée. Finalement, je me suis rendu compte que pour obtenir de la viande, il fallait faire naître et tuer des animaux à un moment dans ma vie. Et ce constat en fait est devenu un engagement au fur et à mesure. Et avec d'autres, bien sûr, j'ai cofondé l'association L214, qui est une association de défense des animaux, qui part du principe que comme les animaux sont des êtres doués de sensibilité, qu'il n'y a aucune nécessité aujourd'hui à consommer de la viande ou d'autres produits d'origine animale, qu'on devrait se poser la question de la légitimité de continuer à élever et à faire tuer ces animaux pour les manger. Il y a cette question-là, et puis il y en a une autre. Aujourd'hui, même quand on mange de la viande, en fait, on n'est pas forcément toujours conscient de quelle façon sont élevés, transportés, tués, pêchés les animaux qui finissent dans nos assiettes. Et en fait, dès lors qu'on le sait, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe. Voilà, les images d'abattoirs, elles ont choqué, parce que c'est ça m'a énormément choqué. J'ai vu les photos, des vidéos sur les réseaux sociaux circuler notamment. Bien sûr. Sur internet, ça m'a extrêmement choqué. Voilà, mon cœur s'est brisé. Enfin, j'avais la boule au ventre, même de préparer cette interview. Sincèrement, j'avais la boule au ventre. C'est des réalités qui nous sont cachées, qui nous sont sciemment cachées. C'est ce qu'on raconte dans le livre. L'industrie de la viande, elle a tout intérêt à ce qu'on ignore ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. En fait, elle va tout faire pour chercher à nous cacher ça, à coup de budget de millions. Récemment, il y a des youtubeurs qui ont participé avec le CNIEL, donc l'industrie du lait, à des vidéos pour faire la promotion des produits laitiers. Oui, j'ai vu. Voilà. Et donc on laisse cacher le fait que les produits laitiers, en fait, c'est issu d'une très grande souffrance des animaux, des vaches qui sont séparées des veaux, de la productivité qui a été poussée tellement que les vaches elles en souffrent. C'est tout ça qu'on cherche à mettre sur la table de façon à ce qu'on puisse prendre prendre conscience des choses en fait. Prendre conscience et puis ensuite prendre des actions qui sont cohérentes avec notre moyen de penser. Aujourd'hui, on est tous contre l'élevage intensif et il y a 80% des animaux qui sont dans des élevages intensifs. Exactement. 80% c'est énorme. Ça fait énormément d'animaux. Ça veut dire que sur les 1 milliard qu'on tue chaque année, on a 7 animaux sur 10, 8 sur 10 même, qui sont dans des élevages intensifs sans aucun accès à l'extérieur. Voilà. Et donc, quelles sont vos actions que vous mettez en œuvre pour essayer de lutter contre cela, pour faire avancer les choses ? J'espère que vous avez le temps. On fait plein d'actions. Alors, je vais essayer d'être concise. Ouais. Déjà, effectivement, il y a cet aspect sur le témoignage en vidéo de ce qui se passe aujourd'hui, ici, maintenant, en France. Comment, de quelle façon on traite les animaux. Alors, toute la chaîne, élevage, donc les élevages en cage de poules pondeuses, les cochons, ces truies qui sont dans des cages qui n'arrivent même pas à avancer, à reculer, qui peuvent juste se lever, se coucher avec les porcelets qui têtent à travers les barreaux. Ça va être le foie gras, le fait d'enfoncer un embuc dans l'œsophage d'un canard ou d'une oie pour le forcer à prendre une quantité de nourriture qu'il n'aurait jamais prise spontanément. Les conditions de transport, on a montré justement le transport des veaux irlandais avec les violences qu'ils peuvent subir même dans les points de repos, soi-disant. On a montré les conditions d'abattage des plus gros abattoirs, des industries comme
l'abattoir Charal de Ouais. Metz, jusqu'au Jusqu'au le plus plus petit. petit, l'abattoir du Vigan dans le Gard, pour essayer de se rendre compte vraiment de ce que ça implique. On voit que les conditions d'abattage, c'est les mêmes un petit peu dans tous ces lieux-là. On a montré aussi une pisciculture, comment on élève des poissons, des truites, pour pouvoir les consommer après. Donc la concentration dans les bassins, les manipulations de génétique. On fait des truites triploïdes, donc avec trois Vous faites vraiment des enquêtes très très larges. on essaye de faire des enquêtes très très larges de façon à avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe pour les animaux. Donc ça, c'est tout le pan enquête de terrain qui sont basées sur les enquêtes filmées, sur la littérature scientifique et sur la littérature professionnelle. Donc il y a des preuves. Il y a vraiment, voilà, c'est des on preuves. essaye de renseigner, et quand on montre quelque chose, on dit est-ce que c'est une exception ou est-ce que ça s'inscrit dans un cadre général. La plupart de nos enquêtes, c'est vraiment dans un cadre général, malheureusement pour les animaux. Oui, malheureusement. Ensuite, on a un pan qui cherche à faire reculer la cruauté qui est faite sur les animaux. Là, on va s'adresser soit aux politiques, là on a bien du mal, ils sont relativement sourds, quelques-uns entendent, mais seuls ils ne sont pas assez puissants. La politique et les industries agroalimentaires. Les industries agroalimentaires, par exemple, on a convaincu plus de 150 entreprises, alors nous et d'autres organisations, à renoncer aux œufs de poule élevés en cage de batterie, que ce soit des supermarchés, des fabricants, de l'hôtellerie-restauration ou même des producteurs. Le dernier, le groupe Avril, qui fait quand même un quart de la production française d'œufs. C'est énorme. Donc ils ont une responsabilité assez écrasante dans la façon dont on traite les poules aujourd'hui. Donc là, on essaye de faire reculer concrètement la façon dont on traite les animaux, faire augmenter les standards. Aujourd'hui, on a encore le droit d'empiler à 22 par mètre carré des poulets dans des élevages, dans des grands hangars, de façon intensive. Donc voilà, nous on essaye de changer ces choses-là. Ça fait reculer un petit peu la cruauté, ça ne résout pas le problème, mais c'est un petit peu moins pire pour les animaux. On s'adresse aussi à ces entreprises pour leur dire, aujourd'hui, il faut davantage manger végétarien ou vegan, mieux vegan. Oui. Et du coup, on va leur proposer, notamment par l'intermédiaire de Vego Resto, pour les restaurateurs, de proposer au moins une alternative vegan à leur carte. Ce qui fait que quand vous allez au restaurant, aujourd'hui, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de négocier votre repas, comme ça a souvent été le cas, ou de finir avec des frites salades. Frites salades, c'est très bon, mais au bout d'un moment, on s'en lasse. Voilà, on s'en lasse un petit peu. Ça manque un petit peu de diversité. Donc il y a ce point-là. On a aussi L214 éducation. Là, on va proposer du matériel pédagogique à destination des enseignants. Alors bien sûr, c'est pour aller dans les écoles, du primaire, collège, lycée. Et on ne va pas montrer des images choquantes aux enfants, surtout chez les jeunes. Par contre, on va parler d'éthologie. On va parler des capacités mentales, psychologiques, sociales des animaux et faire découvrir que finalement les animaux ne sont pas si bêtes. Et que ils nous ressemblent entre guillemets. Et en tout cas, à beaucoup de niveaux, on a vraiment des points communs. On cherche à protéger les autres qui nous sont proches. On a des groupes sociaux, des gens avec qui on s'entend bien, et puis d'autres avec qui on s'entend moins bien. Et voilà, et la volonté de vivre aussi. Et on le voit même sur les images d'abattoirs, mais c'est pas ces images-là qu'on va montrer. On va plutôt montrer des scènes où on voit des animaux, pas forcément de la même espèce, avoir des relations plutôt pacifiques entre eux, souvent inattendues. Est-ce que vous avez déjà vu un corbeau, une corneille, faire du snowboard? Voilà, c'est le genre d'image qu'on peut vous montrer avec un couvercle de boîte de conserve, une corneille qui glisse sur un toit enneigé et qui remonte. Enfin, c'est pas juste un hasard, elle s'est posée sur le truc et c'est tombé. Non, elle le ressaisit avec son bec, elle remonte, elle redescend. D'accord, donc ils réfléchissent quand même très très bien comme nous on pourrait le faire. Exactement. La déclaration de Cambridge 2012, d'éminents neuroscientifiques qui s'intéressent au cerveau disent les animaux, la plupart des animaux, en tout cas tous les mammifères et un certain nombre d'animaux marins, ont tous les substrats neurologiques pour les états de conscience. Ça veut dire que les animaux sont conscients. On savait qu'ils pouvaient éprouver la douleur, la souffrance. Aujourd'hui même, il va jusqu'à la conscience. Et tous les animaux aujourd'hui qu'on mange sont inclus dans ce cercle des animaux potentiellement conscients. Exactement. Donc c'est vraiment toutes ces découvertes-là qu'on a envie de partager avec un public assez jeune
montrer aussi qu'on peut La rester... future génération. Voilà. Exactement, qu'on peut rester attaché aux animaux, même grands, et consacrer sa vie. Ouais. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Et puis on a aussi l'accompagnement au changement avec Vegan Pratique et le Veggie Challenge, 21 jours pour se faire accompagner, pour découvrir l'alimentation végétalienne, un petit peu de nutrition, des conseils, des astuces. Voilà. Et on a les actions express. On peut s'inscrire et recevoir 1 à 2 fois par semaine des actions à faire. On a Joe le Bot sur Facebook. C'est passé Facebook pour vous? Non, pas tout à fait encore. Donc voilà, on essaye d'inciter chacun à réagir parce qu'en fait, notre voix, quand on l'exprime auprès d'une entreprise, auprès d'un politique, elle compte beaucoup plus que finalement presque la voix d'une association. Donc chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on peut agir à un niveau personnel qui peut avoir une influence politique au sens de l'organisation de notre société. C'est ça, plus on est, plus on sera entendu. Voilà. Et on a des actions de rue, vous pouvez les rejoindre, on est présent dans 50 villes en France. Donc il y a des actions qui sont qu'on peut choisir. Il suffit d'aller rencontrer les référents qui font un travail absolument fabuleux d'information du public et réfléchir à comment on peut mener des actions pour donner de l'information aux gens et accompagner le changement finalement. Pensez-vous du coup que les mentalités sont en train d'évoluer? Alors entre le moment où on s'est lancé dans cette ça va faire des années maintenant. quête improbable, L214 a 11 ans cette année. Et en fait, oui, quand on parlait il y a 10, 11 ans, même plus loin en arrière, de défendre les animaux, on parlait essentiellement des chiens et des chats. Aujourd'hui, défendre les animaux, c'est aussi les animaux qui sont élevés pour être mangés. Et ça, c'est un vrai changement. On voit beaucoup de gens disent j'ai réduit ma consommation ou j'ai arrêté de consommer les animaux complètement. Et oui, nos mentalités sont en train de changer et d'aller plutôt dans le bon sens. Maintenant, c'est nos pratiques aussi. Il va falloir passer se mettre en cohérence par rapport à ce qu'on pense. Si on ne veut pas provoquer le malheur des animaux, il y a quelques solutions pour provoquer moins le malheur des animaux, mais quasiment une seule pour vraiment arrêter de provoquer le malheur des animaux. Arrêter du coup de manger de la viande. Et d'autres produits d'origine animale, on peut être attentif aussi sur la question du lait, des œufs, les poissons aussi sont des êtres doués de sensibilité. Et donc du coup, ça fait un petit pas de côté par rapport à la société d'aujourd'hui. Mais je crois que cette société, elle est prête aujourd'hui à évoluer. Et puis les produits deviennent de plus en plus disponibles. C'est un petit changement d'habitude. Voilà. Comme si vous partiez à l'étranger, vous vous retrouvez dans un supermarché, vous n'avez plus l'habitude des produits. Il suffit de reprendre ses marques et hop, zou, c'est reparti. Parce qu'on a toujours cette idée-là de si on ne mange pas de viande, on n'est pas en bonne santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui nous ont prouvé qu'on peut ne pas manger de viande et être en bonne santé. En 2019, il y a des choses qui ont été inventées et je pense qu'on ne peut, en tout cas, quasiment plus manger de la viande. Moi, personnellement, j'essaye de vraiment me limiter peut-être à 1 ou 2 fois maximum par semaine et manger. Il y a plein de choses qui peuvent subsister à la viande, au lait, aux œufs. Exactement. La plus grande association américaine et canadienne de diététique, qui regroupe plus de 100 000 professionnels de santé, dit qu'on peut se nourrir de façon végétarienne ou végétalienne à tous les âges de notre vie, du moment qu'on suit un régime alimentaire équilibré. Et c'est là où je vous renvoie de nouveau vers Vegan Pratique, où il y a justement toute cette partie nutrition, parce que on n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, nos repas, ils sont centrés autour d'un morceau de viande. Donc, effectivement... Féculents, viande et exactement, voilà. Et peut-être feuilles de salade pour décorer, et souvent, on ne la mange pas. Donc, voilà. Avec la petite tomate. C'est ça, pour décorer, simplement. Donc, oui, ça nous demande un changement. Mais c'est pas nouveau, en fait. Vous vous rappelez de Pythagore? Triangle rectangle, tout ça, on l'a tous vu, on l'a tous rencontré. Donc mathématicien illustre, mais il était aussi philosophe et lui-même, donc à son époque reculée, il y a 2500 ans, se posait déjà la question de la légitimité de faire tuer des animaux pour les manger. Donc déjà à son époque, il n'y avait pas l'élevage industriel, l'élevage intensif et tout ça. Mais je crois qu'à partir du moment où les êtres humains ont commencé à tuer les animaux pour les manger, se sont posés aussi la question de pourquoi on s'en passerait pas si on peut le faire. Et aujourd'hui, effectivement, on sait le faire d'une façon beaucoup plus forte qu'à l'époque de Pythagore, où peut-être les études de nutrition n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait vraiment le faire sans risquer de carence. Quand on est végétalien, on a une alimentation équilibrée,
Comme tous les Français, on fait attention à notre iode, donc on a du sel Mhm. iodé. On fait attention à notre vitamine D en fonction de la région où on habite. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, végétarien ou pas. Exactement. Et pour les végétaliens, il y a la vitamine B12 à laquelle il faut faire attention. Mhm. Donc voilà, il y a beaucoup de plaisanteries sur la vitamine B12 entre végétaliens. C'est un sujet récurrent. Donc ouais, c'est vraiment une question de, voilà, de société. On en parlait voilà, il y a des Exactement. centaines d'années, c'est encore à l'actualité sûr. aujourd'hui. Et Exactement. il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Voilà. Prenez beaucoup de risques, notamment pour avoir des images, des vidéos, des témoignages. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Ah ben, évidemment. Au tout début, quand on distribuait des tracts, dessus on écrivait les conditions d'élevage des animaux. Et les gens me disaient, oui, mais c'est pas ici, c'est pas maintenant, c'est aux États-Unis, c'était il y a 50 ans, c'est dans les pays de l'Est. Et donc, les gens veulent pas voir, en fait. voilà. Et donc, on est allé chercher les preuves, tout simplement. Et effectivement, c'est risqué. On a déjà eu des condamnations, notamment Sébastien, qui est aussi un des cofondateurs de l'association L214 et co-auteur du livre. Il s'est fait arrêter à l'abattoir de Houdan, dans les Yvelines, en allant rechercher une caméra qui avait été placée dans la nacelle d'asphyxie des cochons. Cette nacelle, les cochons sont chargés à l'intérieur, elle descend dans une atmosphère saturée en dioxyde de carbone, 80%. Et en fait, les cochons se débattent tellement à l'intérieur qu'un des cochons avait décroché par la violence de ses mouvements la caméra, qui était tombée sur les genoux de la personne qui réceptionnait les cochons une fois asphyxiés. Ouais, asphyxié. Étourdi. On dit étourdi. Oui, en étourdi, fait, c'est c'est asphyxié. mieux, Hein. ouais. Voilà. Faut pas se cacher derrière les mots. Et du coup, il était allé le donner au patron. Et les gendarmes planquaient dans l'abattoir. Et donc, ont attrapé Sébastien et Tony. À ce moment-là, il y a eu un procès. Ils ont été condamnés à payer 6 000 € d'amende, dont 5 000 avec sursis. Et oui, on va prendre des risques, mais on prend des risques en allant chercher les images par moment. Preuves, voilà. Mais on a aussi des lanceurs d'alerte aujourd'hui qui nous D'accord. contactent et à qui on peut donner une caméra. Et là, ce sont eux qui prennent les risques. Vous avez peut-être entendu le témoignage de Mauricio Garcia Pereira qui a travaillé pendant 6 à 7 ans dans l'abattoir de Limoges. Voilà, son témoignage, il est quand même complètement édifiant sur la façon dont on traite les animaux à l'intérieur de ces abattoirs. Il y en a eu d'autres aussi qui ont témoigné. C'est vraiment important pour nous de pouvoir montrer ces images. Et oui, on prend des risques quand on va chercher les images, après les procès qui peuvent s'en suivre, parce que l'industrie de la viande, elle y va. Encore au mois d'octobre, on va se retrouver sur le banc des accusés parce que nous avons osé publier les images d'un abattoir. Et donc, sur ces images, il y a les ouvriers d'abattoir qu'on avait floutés, qui disent que c'est une atteinte à la vie privée. Pour nous, non, c'est une question publique. C'est ça. Et il faut que tout le monde puisse voir. Or, pour voir les conditions d'abattage des animaux, oui, il y a des personnes qui sont filmées dessus. Notre objectif n'est pas de chercher des coupables, mais de chercher des solutions. Et pour pouvoir chercher les solutions, il faut déjà qu'on ait identifié le problème et qu'on soit tous bien conscients du problème. On va dénoncer un système, pas des personnes. Et notre objectif, c'est pas de créer une scission dans notre monde entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. C'est de se mettre du côté des animaux et de voir comment on peut réussir à sortir de cette situation insupportable où on met à mort plus de 3 millions d'animaux tous les jours dans les abattoirs en France. C'est énorme, rien qu'en France. C'est énorme et c'est que les animaux terrestres. Si on parle des animaux aquatiques, on monte à plus de 10 millions. Donc voilà. Ouais, les chiffres font très très peur, vraiment. Et du coup, parmi tous les cas que vous avez pu voir, lequel vous a le plus choqué? Enfin, moi, je sais que je suis restée bloquée sur l'élevage des poules pondeuses, qui sont des milliers et des milliers dans des cages à ne pas avoir la lumière. Certaines sont même mortes. On voit les cadavres en train de se momifier. Voilà, se momifier, c'est horrible. Et de se dire, on va acheter ces œufs-là des poules qui n'ont pas eu de vie, qui n'ont pas vécu, et c'est extrêmement triste, je trouve. Pour cette année, 2019, on se dit on en est rendu encore là. Ouais. Moi, peut-être, ce qui m'a le plus touchée, c'est difficile à dire, mais par exemple, sur des images, on voit une truie prisonnière. Donc les truies, quand elles ont leurs petits, en fait, on les enferme dans des cages qui font vraiment juste le tour de leur corps. Elles peuvent se lever, se coucher, faire un pas éventuellement en avant, un pas en arrière et encore. Et c'est tout.
Et en fait, on a vu une truie essayer de creuser sous le dispositif. Essayer de s'échapper malgré le... Enfin, c'est un piège en fer, ouais. quoi. Enfin, vraiment. Voilà, et dans la journée, ces petits qui viennent téter par en dessous et voir leur impuissance. Elles peuvent même pas... donner l'amour qu'elles ont pour leurs petits. Pour leurs enfants, ouais. C'est juste pas possible de l'exprimer. Ces truies qui deviennent complètement folles, donc qui sont enfermées là-dedans quand on castre leurs petits à vif. Les petits qui hurlent, on coupe les queues et elles sont là. Et les éleveurs nous disent non, mais heureusement qu'elles sont dedans parce qu'elles défonceraient tout. Parce que c'est juste insupportable. Insupportable aussi pour elles. Un instinct maternel. Donc, Et bien sûr, et extrêmement développé chez les mammifères. On cite aussi les vaches laitières. On retire leur veau dès la naissance. Elles peuvent meugler pendant des jours. Et il y a un éleveur pour plaisanter qui nous disait non, mais moi elles arrêtent assez vite. Une fois qu'elles n'ont plus de voix, c'est terminé. Et les petits qui appellent en retour, l'industrie du lait, c'est à ce prix-là. Et c'est valable pour les vaches, c'est valable pour les chèvres. Voilà, le fromage, les yaourts, le lait, c'est obtenu au prix d'assez grandes souffrances pour les animaux, de souffrances psychologiques, mais ça peut être aussi des souffrances physiques quand vous avez la castration, quand vous avez des mutilations, les poules pondeuses dans les cages. Non seulement elles sont dans des cages, mais en plus on leur a coupé un petit bout du bec. Voilà, les poussins mâles ont été broyés. Cette industrie, elle a vraiment beaucoup de choses à cacher. Et c'était le président de Bigard, Sokopa Charal, qui disait devant la commission d'enquête parlementaire quelque chose d'approchant en disant, grosso modo, qu'ils investissaient des sommes considérables, finalement, pour nous faire oublier le lien entre la viande et l'animal. Bah oui, forcément, parce que c'est pas très appétissant en fait de savoir du tout, comment c'est arrivé jusqu'à nos assiettes, notamment certaines conditions d'élevage qui sont absolument insupportables, insoutenables à regarder, et des conditions d'abattage qui, même dans le plus petit abattoir, sont... Même s'il y a des normes en Europe qui se disent en tout cas respectées, voilà, on peut voir qu'elles ne sont pas tout à fait respectées. Et, même atroce, en les respectant, c'est quand même atroce. Est-ce que, par exemple, manger bio, des personnes qui disent oui, on mange bio, c'est parce que voilà, c'est quand même mieux, les bêtes sont mieux traitées, etc. Mais on oublie que c'est les mêmes abattoirs. Exactement. Alors pour le bio, les conditions d'élevage peuvent être un peu moins pires, mais enfin vous avez encore le droit de castrer en bio, par exemple, castrer à vif. Donc voilà, il y a encore des choses dans le bio, vous avez le droit de continuer de couper le bec des poules pondeuses. Dans le bio aussi, les poules pondeuses, elles sont issues de souches où on a éliminé les mâles par broyage ou gazage dès la naissance, les poussins. Donc le bio, c'est pas tout rose, mais dans le cahier des charges, ils imposent quand même à ce qu'il y ait un accès à l'extérieur pour les animaux, ce qui n'est pas le cas pour 80% des animaux dans toute l'industrie de la viande. Donc on peut dire que c'est un peu moins pire. Mais là où ça se rejoint, c'est effectivement au niveau de l'abattoir, ce sont les mêmes conditions d'abattage pour l'ensemble des animaux. Bio ou pas bio, le couteau, il n'est pas à bourron, ce sera le même qui viendra trancher les carotides des animaux. Donc il y a plusieurs méthodes même d'abattage, je pense que peu de gens sont au courant. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Alors, il y a grosso modo 4 grandes façons aujourd'hui dans les abattoirs de mettre à mort les animaux contre leur volonté. On utilise le pistolet à tige perforante, ça vient perforer une petite partie du crâne et ça vient détruire la partie du cerveau où est le siège justement de la conscience. Inconvénient, il y a à peu près 15% de ratés en méthode expérimentale, donc dans les abattoirs, faut voir, où le tir est mal ajusté. Pourquoi il peut être mal ajusté? Parce que le piège en fait de contention, donc là où on maintient les animaux immobiles de façon à pouvoir ajuster le tir, souvent il n'est pas aux normes. Et donc les animaux peuvent bouger, et donc pour ajuster le tir, voilà. Mauricio Garcia Pereira, qui a travaillé à l'abattoir de Limoges, me disait que parfois les crânes ont trois coups. Voilà, il a vu des animaux qui étaient assommés plusieurs fois parce que le coup n'avait simplement pas marché. On peut voir aussi sur nos images que certains animaux reprennent conscience sur la chaîne d'abattage. Donc le coup a pu les assommer sur le coup, mais ils reprennent conscience ensuite. Donc ça, c'est une première méthode. Voilà, pistolet à tige perforante, on vient détruire une partie du cerveau. La seconde méthode, c'est l'électronarcose.
joli nom, hein, narcose, machin, Ouais, ça fait un voilà, peu... ouais. Bon, en fait, c'est une décharge électrique qui est envoyée dans le cerveau. Donc on s'en sert essentiellement pour les cochons, par exemple, pour les oiseaux. Alors, pour les oiseaux, on les suspend d'abord par les pattes, ensuite ils passent dans un bain d'eau électrifiée pour provoquer cette décharge électrique qui est censée les étourdir. Il y a des doutes sur l'étourdissement. Est-ce que ça les étourdit ou est-ce que simplement ça les tétanise? Voilà, il y a des petits doutes qui subsistent là-dessus. Là aussi, il y a des ratés, des oiseaux par exemple qui arrivent à se relever ou un courant électrique qui peut être insuffisant. Pour les lapins, comme il y a la fourrure, ça fait œuvre d'isolant et du coup, parfois l'étourdissement ne fonctionne pas. Donc les animaux ensuite sont saignés. Donc le coup de couteau dans les carotines arrive alors que les animaux sont encore conscients ou reprennent conscience après. La troisième méthode, c'est le gaz. Le gaz, on l'a montré pour les cochons à l'abattoir de Alès et à l'abattoir de Houdan. C'est une nacelle qui descend dans une atmosphère saturée en dioxyde de carbone et l'objectif, c'est de provoquer une asphyxie des animaux. En fait, ces méthodes, elles visent à rendre inconscients les animaux, mais pas les tuer. Pourquoi on ne les tuerait pas d'un coup, clac, et voilà, on n'en parle plus? Parce qu'en fait, on a besoin que le cœur batte encore pour évacuer le sang. Donc on ne cherche pas à les tuer tout de suite, mais simplement à les rendre inconscients de façon à pouvoir ensuite bénéficier encore de la pompe qu'est le cœur pour pouvoir les vider de leur sang. Et puis il y a la quatrième méthode qui est la méthode d'abattage sans aucun étourdissement, qui est utilisée notamment pour les abattages rituels en halal ou en kasher. En halal, vous pouvez aussi avoir des méthodes avec étourdissement, mais il y a des méthodes sans étourdissement. Et pour les poissons. Alors ça dépend, il y a des abattoirs de poissons où ils étourdissent les animaux, mais d'autres pas. Et donc ces animaux sont abattus sans étourdissement. L'avis des fédérations de vétérinaires est unanime. C'est pire pour les animaux d'être tués sans étourdissement qu'avec un étourdissement réussi. Oui, réussi. Qui n'est pas toujours le cas. Pas dératé, quoi. Voilà. Bon, mais encore le mieux, ce serait de ne pas les tuer. Voilà. Ou exactement. alors, la façon de les tuer qu'on peut trouver acceptable, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire, c'est un animal qui est en fin de vie et qui ne pourra plus jamais avoir une vie sans souffrir. Ça coûte peut-être plus cher aussi. Voilà. Mais là, on est sur l'euthanasie et on ne mange pas les animaux qu'on euthanasie. Ça peut être les compagnons que vous avez, les chiens et les chats, où là, pour le coup, en fin de vie, on essaye d'y prêter un peu attention et d'accompagner la mort qui serait inéluctable à ce moment-là. Mais on n'est pas du tout dans la même démarche, puisque là, ce qu'on cherche à récupérer, c'est la chair des animaux pour la manger, pour pouvoir les manger. Voilà, pour pouvoir, les enterrer dignement, mais c'est vraiment pour les manger, quoi. Voilà, c'est le morceau de cadavre qu'on va chercher à récupérer. Et l'abattoir, c'est le lieu de démembrement des animaux où on va retirer un à un tous les morceaux pour pouvoir les présenter ensuite sous cellophane ou dans des plats préparés. Voilà. Comment vous expliquez encore le blocage politique lié à ce mouvement? Parce que je sais qu'il y a une loi qui aurait dû passer en 2018 sur l'alimentation, qui n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi? Question d'argent, je pense. On a un lobby qui est extrêmement puissant. Le lobby de la viande, le lobby de l'élevage intensif est extrêmement puissant. Et par rapport aux députés, ils ont un pouvoir d'influence absolument fou. C'est Dominique Bussereau, qui était ministre de l'Agriculture, notamment en 2005, qui disait quand on m'a proposé le poste, j'ai eu un entretien avec un dirigeant de la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole, le syndicat agricole majoritaire, et il disait qu'il avait eu l'impression de passer à un entretien d'embauche. Donc on voit que le ministère de l'Agriculture, il est sous influence du syndicat majoritaire agricole qui, malheureusement, est majoritaire et pour l'élevage intensif. Donc on a une situation qui est aujourd'hui complètement bloquée. Fermée. Alors complètement bloquée, mais quand même, petit espoir, on va essayer de revenir. On a vu sur la loi alimentation, effectivement, les mesures même de bon sens ne sont pas passées. Mais le gouvernement a été obligé de se justifier en disant oui, le bien-être animal, c'est hyper important pour nous, mais on va faire confiance aux filières. Il y avait quasiment que les associations de défense des animaux qui demandaient que ces amendements soient respectés, notamment avec le soutien de Sophie Marceau, qui nous a accompagnés sur cette demande. Mais finalement, on était un peu en ordre dispersé. Donc ce qu'il faudrait réussir à faire,
c'est se fédérer tous les uns les autres. Si on est contre l'élevage intensif, à ce moment-là, pouvoir le dire ensemble. Et c'est une initiative qu'on va lancer au mois de septembre. D'accord, donc très Voilà, prochainement. vous pourrez rejoindre, signer la pétition. On aura, je l'espère, beaucoup d'ONG, beaucoup de personnalités aussi qui vont s'engager à nos côtés, de façon à ce qu'on puisse provoquer le débat en politique autour de la place qu'on accorde aux animaux. Et la demande, elle est simple. On en finit avec l'élevage intensif, c'est-à-dire les élevages qui ne laissent plus d'accès à l'extérieur aux animaux, et on réduit la consommation de produits d'origine animale, parce qu'on ne peut pas espérer avoir l'un sans l'autre. Donc voilà, ça va être les pans sur lesquels on va se mettre en priorité, parce que c'est de là que provient la plus grande part de souffrance des animaux dans les élevages. On nous apprend souvent à regarder la traçabilité de la viande. On nous dit toujours que c'est mieux d'aller acheter sa viande chez le boucher que plutôt dans une barquette au supermarché. Mais est-ce qu'en réalité, on peut estimer avoir une viande éthique ? À partir du moment où on tue un individu contre sa volonté, on tue un individu qui ne voulait pas mourir, je ne sais pas si on peut parler d'éthique dans ce cas-là. On l'a vu, les conditions d'abattage, c'est les mêmes pour tous les animaux. C'est ça, que ce soit le boucher, que ça vienne du boucher ou que ça vienne du supermarché, c'est les mêmes abattoirs. C'est les mêmes abattoirs, c'est les mêmes conditions d'abattage. Après, il peut y avoir des conditions de vie qui vont être un petit peu différentes, un petit peu moins pires pour les uns et les autres, mais ça reste quand même des conditions de vie qui sont quand même assez rudes, parfois pour les animaux. La viande éthique d'origine animale, en tout cas, quand on a mis à mort un animal pour obtenir de la viande, on ne peut pas parler de viande éthique. Qu'attendez-vous des Français maintenant ? Que si vous aviez un message à leur faire passer aujourd'hui, face caméra, c'est difficile. Je crois qu'il faut considérer que notre plus grand argument aujourd'hui, c'est notre porte-monnaie, c'est nos actes d'achat. C'est vraiment, on a un pouvoir et il faut s'en servir. Nos actes d'achat, solliciter nos élus, nos responsables politiques, il va y avoir les municipales. C'est peut-être le moment, si vous êtes électeur, d'aller demander des mesures, parce que la cantine scolaire, on peut commander des produits qui ne sont pas issus de l'élevage intensif, par exemple. On peut demander d'avoir davantage d'options végétariennes ou même mieux véganes. Donc vraiment, on a un fort pouvoir. Si vous êtes encore étudiant, lycéen ou même collégien, vous pouvez aller voir vos chefs d'établissement et leur dire, nous, dans la cantine, il faudrait qu'on ait l'option, qu'on puisse manger autrement chaque jour à la cantine. En fait, le pouvoir qu'on a, il est immense. Parfois, on se sent impuissant. Sur la guerre en Syrie, aujourd'hui, moi, je me sens complètement impuissante. Je peux soutenir des associations qui viennent en aide sur place. J'ai été bénévole à la Croix-Rouge pendant très longtemps. On peut aider ces organisations, mais sur la guerre, on n'a aucune influence. Par contre, sur ce qui est fait aux animaux, on peut avoir une influence directe par nos choix de consommation. Donc interagissez, vos choix personnels, les politiques, les entreprises, on peut vraiment bouger les choses en s'y mettant tous et toutes ensemble. C'est ça, tout est une question de choix et de conscience. Ouais. Vous avez de nombreuses personnalités publiques qui vous aident. Vous l'avez cité tout à l'heure, Sophie Marceau, vous avez Brigitte Bardot, Rémi Gaillard et encore énormément de personnalités qui sont là pour vous aider. Comment elles y contribuent ? C'est Lolita Lempicka et Mathieu Ricard qui sont venus les premiers vers nous spontanément en disant on a envie de vous aider, donc chacun de leur côté. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc c'est les premiers qui m'ont présenté des vidéos de L214. On trouvait ça bien, on avait vu faire ça dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et on trouve que ça accompagne plutôt bien les images qui sont tellement difficiles à regarder. Qui sont dures à regarder, Et le fait d'avoir une personnalité qui nous accompagne, peut-être ça les rend un petit peu moins insupportables. Dernièrement, on a eu Nagui, Stéphane Bern aussi nous a accompagnés, Jean-Baptiste Delamou, Ingrid Desjours, Hélène Fougerolles. Enfin, vraiment, ils sont extrêmement nombreux à soutenir l'action d'L214. Et c'est déjà, c'est super encourageant pour nous, pour continuer de faire ce qu'on fait. Et puis, effectivement, ça montre que la question animale, elle touche tout le monde. Voilà. Et que ces personnalités, elles ont envie de soutenir, de montrer aussi comment
justement, on peut faire autrement. Ouais, on les remerciera jamais assez, je crois. C'est un sacré coup de pouce, une légitimité qu'elles donnent à l'association. Elles vous aident grâce aussi à leur notoriété. C'est ça. Elles mettent leur notoriété au service des animaux et aident défendre cette cause. Ouais, c'est génial. Bon bah écoute, voilà, on a fini cette petite vidéo. En tout cas, c'était une vidéo qui me tenait extrêmement à cœur parce que moi j'aime tous les animaux. Voilà, je pense qu'on aime tous les animaux. On est tous humains, on a tous un cœur. Et voilà, je voulais vraiment aider à ma manière, en tout cas. Et même, voilà, petite échelle soit-elle, je voulais mettre ma pierre à l'édifice. Je pense qu'on peut tous mettre sa pierre à l'édifice en prenant conscience, en fait, de l'enjeu dans le monde dans lequel on vit, qui est dur. Voilà, en lisant ce livre, notamment, La face cachée de nos assiettes, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, je vous le conseille. Je pense qu'on a trop détourné les regards. On s'est trop caché. Voilà, on est tous humains, on a tous les mêmes émotions. Les animaux ressentent la même chose, la peur, la joie. Ils s'aiment, l'amour, voilà. C'est extrêmement... ça nous touche tous vraiment. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de cette triste réalité, qu'on agisse tous ensemble, individuellement, mais aussi collectivement, surtout. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et je pense qu'on arrivera à faire changer les choses. En tout cas, je l'espère très sincèrement. Brigitte, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier de cette invitation. Avec plaisir. Je vous admire beaucoup, en tout cas. Oh bon, non, il n'y a pas de quoi. Vraiment, c'est génial. Et voilà, c'est une action, justement, en faveur des animaux, d'en parler publiquement. Bravo à chacun de vous, parce qu'en fait, c'est nous tous, toutes et tous, qui faisons le monde dans lequel on vit. Exactement. Donc, voilà, ensemble, on est plus fort. Exactement. Si vous voulez plus d'informations sur l'association, vous avez un site internet ? Oui, l214.com. Et on a aussi beaucoup d'autres sites, Vegan Pratique, Vego Resto. Regardez, explorez, on a vraiment beaucoup d'informations à votre disposition. Page Facebook, Instagram, Twitter. On est on est partout. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si vous pensez exactement la même chose, n'hésitez pas surtout à partager en masse cette vidéo. Il faut qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience et agissent avec nous sur ce sujet qui est un fait d'actualité et qu'il faut qu'on combatte ensemble. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses et ensemble on est plus fort. Jusqu'à ce qu'on arrive à ne plus considérer les animaux comme des ressources à notre disposition, mais vraiment comme des cohabitants de notre planète. On pourrait faire vraiment un chouette monde si on voulait. Dans un monde de bienveillance. Exactement, bienveillant et non violent. Exactement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.